ceux qui sont derrière à venir s'installer, s'il vous plaît. Merci. Thank you very much. Voilà, merci infiniment. Le président du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, Excellence Hassan Abdallah, qui est également notre hôte en Égypte, ici à Sharm el-Sheikh, mesdames et messieurs les gouverneurs, le président de la banque, Dr Adesina va arriver dans un instant, membre du conseil d'administration, dirigé par le doyen, la haute direction de la banque, distingués invités, mesdames et messieurs, et membres de la presse. Vous êtes les bienvenus au lancement des perspectives économiques africaines dans le rapport pour 2023, première institution de financement du développement en Afrique, notée AAA, investisseur principal dans les infrastructures en Afrique, principale voix du continent pour les questions mondiales, changement climatique, les pandémies, la gestion de la dette, la nécessité d'une nouvelle architecture financière mondiale, avec tellement de connaissances, représentant tellement d'analyses sur la transformation économique en Afrique et sur des questions internationales. Le monde entier aimerait savoir qu'en est-il des perspectives économiques pour ce continent ô combien riche, continent le plus jeune au monde, et vous êtes ici à Sharm el-Sheikh et vous allez être les premiers à le savoir. Et ce que je peux vous dire de ce rapport, mesdames et messieurs, sans courir le risque de dévoiler toutes les informations avant l'autorisation, je peux dire qu'on est prêt. Je vais inviter dans un instant le président du groupe de la banque, Dr Adesina, pour faire son discours. Ensuite, nous allons aller dans les détails du rapport avec l'économiste en chef et vice-président des questions économiques à la banque, le vice-président Ourama. Nous allons commencer avec la vidéo. Un voyage de 1000 pas demande un plan, une vision, voir ce qui est attendu. Le voyage pour la prospérité économique vers la prospérité commence avec une nouvelle vision. Après plusieurs chocs les dernières années, les perspectives économiques ont fait face à plusieurs chocs provenant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tellement de demandes pour des exportations africaines, des questions météorologiques, la pandémie de la Covid, l'augmentation des factures d'importation avec plus de vulnérabilité, mais également le surendettement dans certaines régions. Cela a changé les perspectives. Pour changer ces perspectives, il faudrait plus de mobilisation de ressources, une diversification économique et plus de commerce régional pour plus de résilience. L'Afrique est dotée d'un grand potentiel pour une croissance verte, mais reste en arrière de plusieurs régions pour l'attraction de la finance climatique pour faire face au changement climatique. Ce qu'il nous faut, c'est de la finance. Malheureusement, nous avons seulement des mégawatts de discours et pas de financement. Pour combler le déficit de la finance, nous parlons de 230 milliards à mobiliser chaque année du secteur privé pour compléter les ressources publiques sous pression. Pour répondre à cela, il faudrait également jusqu'à des milliers de milliards de dollars et il faudra augmenter la finance climatique de 36% jusqu'à 2030. Les opportunités sont abondantes et avec du financement privé notamment, avec des technologies climato-intelligentes, énergie renouvelable, véhicules électriques,
des infrastructures climato-résilientes, une agriculture climato-résiliente et de la résilience dans l'utilisation de l'eau. Ces perspectives économiques proposent plusieurs options pour soutenir la relance économique africaine avec une croissance inclusive. La communauté internationale peut assurer le soutien aux pays africains pour la mobilisation de la finance climatique. Les opportunités existent et l'heure est venue d'y arriver. Thank you. Merci. Et comme nous attendons le professeur, j'aimerais vous parler des détails de ce que nous allons avoir. Nous allons avoir un panel très intéressant que je vais vous présenter, un panel du gouvernement. Nous avons des investisseurs, des banquiers, y compris, écoutez-moi bien, quelqu'un qui, pendant 2 ans, a fait partie des 10 femmes les plus puissantes dans les affaires au Moyen-Orient, c'est-à-dire les femmes chefs d'entreprise. Et nous vous dirons, nous aurons le professeur Haman. Et après ce discours, nous allons voir quel est le rapport et nous allons nous assurer que vous ayez votre exemplaire avant de quitter ce lieu. Nous allons inviter le professeur Kevin Chikaorama pour sa présentation. Nous pouvons l'applaudir très fort, mesdames et messieurs. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de passer au protocole. C'est un véritable plaisir pour moi, au nom du groupe de la Banque africaine de développement, de vous présenter les résultats principaux des perspectives de 2023 de la BAD pour le financement et le développement et la croissance verte en Afrique. Ce rapport se présente sous forme de 3 chapitres. Tout d'abord, les perspectives en Afrique en termes d'aspects macroéconomiques. Deuxièmement, la façon de tirer profit de ceci pour mobiliser le financement du secteur privé pour tirer la croissance verte et le climat en Afrique. Et ensuite, 3e chapitre, comment profiter du capital naturel en Afrique afin d'apporter la croissance verte et le climat pour le développement en Afrique. Puis nous aurons des recommandations et nous mettrons l'accent sur des actions très pratiques qui pourront être prises à différents niveaux par les différentes parties prenantes. J'y reviendrai un peu plus tard. Nous allons passer au premier chapitre de ce rapport. Lors du premier chapitre, nous allons examiner donc les perspectives économiques en Afrique, comme vous pouvez le voir ici. Les perspectives sont positives en dépit de la confluence des chocs qui seront discutés ici, la Covid, le climat, de même que les conflits et les changements structurels et les questions qui restent sur les différentes régions et pays africains. Le continent aura une augmentation de 3,3% en 2023, ce qui est supérieur à la croissance moyenne mondiale. À l'avenir, donc, nous voyons une accélération de cette croissance avec 4% prévu à la fin de 2023 et 4,3% à la fin de 2024. Et 5 des économies les plus qui se développent le plus rapidement se trouvent en Afrique et je pense que nous pouvons bien applaudir l'Afrique
Dans le cadre de ces perspectives, nous pouvons voir qu'il y a une hétérogénéité en fonction des structures économiques, de la dépendance des ressources naturelles et d'autres facteurs également que vous verrez lorsque vous lirez en détail ce rapport. J'aimerais souligner le crédit j'aimerais saluer la région d'Afrique de l'Est qui n'a pas eu de récession pendant la pandémie de Covid-19 qui a poursuivi sa croissance avec 5,1% estimé de croissance du PIB en 2023 et en 2023. Cela se poursuivra jusqu'à 5,8%. L'Afrique australe continue à faire face à des vents contraires en raison de problèmes de pénurie énergétique et d'autres facteurs que nous avons utilisés dans le rapport des perspectives économiques en Afrique qui a été lancé en mois de janvier de cette année. Mais pour toutes les autres régions, la région centrale, du nord, de l'ouest, maintiennent une croissance continue. La résilience, par conséquent, des économies africaines peut être observée dans l'ensemble des régions. Le mois suivant, le rapport permettra de présenter une analyse détaillée sur toutes les régions et au mois de juillet, nous aurons des rapports pays qui permettront de vous indiquer les actions que les pays devront prendre en fonction de leurs particularités. Mais ces projections de croissance que nous partageons avec vous, si je reviens sur cela brièvement, sur la droite, vous pourrez observer différents regroupements économiques dans le continent en fonction de la dépendance du tourisme, des ressources naturelles, des économies fondées sur les ressources. Et vous verrez également cette croissance continue. Nous avons pu l'observer, nous l'avons dit en 2022, la résurgence de la croissance pour les économies qui dépendent du tourisme, et cela baisse en raison des économies que nous avons dans ces pays qui dépendent du tourisme. Mais lorsque vous examinez les autres pays, vous pouvez observer que les pays qui sont beaucoup plus diversifiés continuent à avancer en termes de reprise. Cette économie montrera donc plus de résilience pour les années suivantes. Mais de façon générale, une perspective positive qui s'accompagne bien entendu d'optimisme prudent, car nous continuons à avoir des défis dans différents aspects macroéconomiques. Et ici, nous pouvons observer justement en raison des conditions budgétaires dans le monde et de la consolidation de ces politiques monétaires, des taux de change avec des dévaluations sur plusieurs pays de ce continent. Et ceci amène une inflation des prix à la consommation de 15,1% à la fin de cette année. Mais la bonne nouvelle est que nos projections indiquent, si nous allons un peu plus bas, au-dessous des niveaux de la pré-pandémie avant 2024, donc les conditions resteront identiques. La deuxième question que nous souhaitons soulever est la question de la dette. Nous avons tous évoqué cela. Les vulnérabilités s'aggraveront en raison des taux de change rapides, de la dépréciation, comme je l'ai déjà mentionné, mais également en raison du déficit primaire très élevé. Même si nous nous attendons à ce que cette tendance baisse en termes du ratio de la dette et du PIB, j'aimerais souligner la diapositive de droite. Vous voyez que les facteurs de la dette, lorsque vous faites une décomposition, les flux de la dette signalent les questions que je viens de signaler, notamment les déficits élevés avec un impact total sur la dette, la dynamique de la dette en Afrique, comme notamment
la croissance du PIB. Pour quelle raison est-ce que je souligne ceci? Eh bien, parce que nous savons tous quelle est la source de cette inflation et de ces taux de change, de cette dynamique des taux de change en Afrique, le renforcement du dollar et certains facteurs externes, mais également des facteurs structurels internes que différents pays doivent traiter. En raison de cette confluence de facteurs, nous pouvons observer que la dette, le coût du service de la dette augmente rapidement et ceci soulève des préoccupations sur le marché des capitaux, notamment en termes de défaut de certains pays. Le rapport examine ceci en détail en raison de son importance, mais le temps ne me permet pas d'entrer dans les détails pour examiner ceci plus en détail, mais si vous examinez simplement ce diagramme, nous pouvons voir que nous avons des risques en matière macroéconomique en Afrique. Donc, également la croissance atténuée, le risque de changement climatique, physique également, les taux d'intérêt élevés, des coûts élevés du service de la dette associés au surendettement et au défaut, comme j'ai déjà mentionné, et également l'impact physique du changement climatique crée des défis car cela crée également des problèmes sur les infrastructures physiques qui doivent être reconstruites, ce qui crée des défis significatifs en termes de durabilité budgétaire sur le continent. Mais encore un grand problème, la dépendance des produits de base et de la volatilité des prix sur le marché des produits de base, ce qui rend difficile pour les pays de planifier, d'avoir suffisamment de revenus nationaux pour aborder ces défis que nous avons. Sur la dernière diapositive, je reviendrai sur les recommandations et les actions qui doivent être entreprises pour aborder ceci. Un aperçu, nous allons passer donc au deuxième chapitre qui concerne le financement du secteur privé pour le climat et la croissance verte en Afrique. C'est le thème de notre réunion annuelle et nous avons nos dirigeants qui ont exprimé leur opinion à ce sujet et j'ai beaucoup appris de ces discussions. Et ce qui est apparu très clairement, et c'est ce qui émerge du rapport également, est que le secteur public ne peut fonctionner seul. Nous avons besoin du secteur privé. Mais le fait d'avoir besoin du secteur privé ne veut pas dire que le secteur public doit réduire son financement. Et vous verrez les raisons pour lesquelles je vous fais cette déclaration lorsque nous examinerons le rapport. Tout d'abord, le fait qu'il y ait le fait d'avoir un développement intelligent et d'autres objectifs socio-économiques, nous avons pu découvrir dans le rapport que la croissance verte est corrélée de façon positive avec la croissance du PIB, mais également avec la résilience climatique et également la préparation au climat. Donc, pour revenir sur la croissance verte et le développement de la résilience, car cela peut être une source permettant d'aborder le défi de développement à long terme de ce continent. Si vous examinez ceci, vous pourrez penser à ce que j'appelle donc le paradoxe du développement vert en Afrique. Et vous avez ceci en termes de capital naturel, en termes de capital humain, en termes de capital de connaissances en Afrique, où vous avez une abondance dans ce domaine. Et donc ici, à gauche, vous pouvez voir la taille du marché de l'Afrique qui représente près de 3 trillions de dollars avec une population de 1,4 milliard de personnes. C'est donc des ressources humaines très importantes et cela arrivera à 2,4 milliards de personnes, essentiellement des jeunes, en 2050 qui seront prêts à explorer le monde. Nous avons également des dotations ressources naturelles significatives. Nous avons parlé de minéraux verts en Afrique et des terres arables. Nous avons également 30% de dépôts de gisements de minerais en Afrique. Tout se trouve ici dans le continent. Et
Et si je cite le président de la Banque africaine de développement dans son discours d'ouverture qui avait dit que Dieu aimait beaucoup l'Afrique. J'aimerais vous donner un exemple également ici des énergies renouvelables, le potentiel en énergie renouvelable représente un potentiel considérable qui se trouve ici en Afrique. Nous avons également des infrastructures que nous avons héritées à faible émission. Donc, il est très facile de construire ces infrastructures à faible émission dans le continent. Nous avons déjà un avantage et comme le professeur Yainka avait écrit dans son ouvrage il y a quelques années, nous pouvons donc avancer plus rapidement car nous n'avons pas d'infrastructures héritées que nous devons reconstruire et réhabiliter. Nous avons également une volonté politique importante et croissante pour la croissance verte en Afrique et le développement. Et la COP27 qui a été abritée par l'Égypte comme cette réunion avec les chefs d'État, les premiers ministres qui ont intervenu, et tout le monde avec la même voix. L'Afrique doit agir, le monde doit agir afin d'appuyer l'Afrique et les IFD doivent être réformés afin d'appuyer davantage l'Afrique. Vous voyez à droite le paradoxe. Vous avez donc tous les indicateurs pour les performances en matière de croissance verte et vous voyez que l'Afrique n'a pas de bonnes performances. Tout en haut là-bas, à peine un peu mieux que le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Asie du Sud, mais toutes les autres régions qui sont mentionnées ici sont à un niveau plus élevé, alors que ce continent a 47% d'énergie renouvelable. Nous devrions être en tête de ces continents et non pas à la traîne. Si l'on pense maintenant au secteur privé, qui est le thème de ce chapitre, il y a très peu d'appétit indiqué pour ce potentiel de marché considérable. Nous avons déjà pu observer, je pourrais le dire, et j'espère que vous serez d'accord avec moi pour le dire, que l'Afrique est un marché frontière pour le développement climatique et la croissance verte dans le monde. Et lorsque j'examine ce rapport, je me demande ce que fait le secteur privé. Ce sont des opportunités de gagner des revenus et donc ce serait bien, vous feriez le bien, vous gagneriez en faisant le bien. Donc, si nous voyons les parts des investissements publics et privés pour le financement climatique, nous pouvons examiner de ce côté-là du graphique, vous voyez que l'Afrique représente une faible part. D'autre part, vous voyez que le financement climatique total pour l'Afrique représente 29,9 milliards, mais le secteur privé ne représente que 4,4%, seul 12% du total. Nous pouvons voir que le ratio de levier en Afrique est bien loin du reste du monde. Donc, nous n'avons pu mobiliser en Afrique que 0,16% en matière de capitaux privés. Dans d'autres régions, ce chiffre va jusqu'à 18%. Dans ce que nous avons présenté dans notre rapport, nous pouvons voir que le financement climatique est inversement lié à la vulnérabilité climatique. Donc, il est très peu probable de recevoir un financement climatique. Ce qui nous amène au financement climatique, tout particulièrement s'il faut parler de l'impact climatique. La taille des besoins du financement climatique sur le continent est considérable. Il représente 2,7% trillions de façon au total, ce qui représente
de 142,2 milliards annuellement. Et si vous calculez, si le secteur privé devait saisir cette occasion de cette part de marché que nous avons indiquée, nous avons une lacune, un déficit de 213 milliards annuellement d'ici à 2030. Et vous avez ici cette courbe qui vous indique la croissance qui concerne les contributions déterminées à l'échelle nationale. Et si l'Afrique ne réalise pas ces contributions, eh bien, l'accord de Paris ne sera pas réalisé. Et ceci se trouve dans l'accord de Paris avec des actions qui doivent être financées par le biais du financement privé-public. Quelles sont les sources et les secteurs clés de ce petit montant du financement du secteur privé que nous avons pu observer? Vous pouvez voir les différents types d'instruments qui ont été utilisés pour financer le continent. C'est 4,2 milliards. Mais si vous regardez à droite, vous avez quelque chose comme le secteur des énergies renouvelables qui représente pratiquement 70% du total, laissant un montant pour les pertes et les dommages et les autres besoins que nous devons prendre en compte pour relever les défis en matière climatique et de croissance verte sur le continent. Donc, les structures sont biaisées par rapport à l'adaptation au climat. Pour que le secteur privé, vous verrez dans le rapport pour quelles raisons la banque travaille considérablement en matière de mécanismes d'adaptation et d'autres instruments qui peuvent permettre d'aborder ces goulots d'étranglement afin que le financement climatique puisse traiter également ce secteur. Les investissements, les possibilités d'investissement sont considérables. 1 trillion pour l'agriculture à l'horizon 2030. L'énergie, pratiquement la même chose, 1 trillion. L'éthique également, la croissance pour 2023 est de 104 milliards et nous parlons également de véhicules électriques avec une croissance de 22% annuellement. Si vous pensez à toutes les ressources et les dotations ressources que nous avons et l'avantage compétitif mentionné par le président, cela coûte 3 fois plus de construire une usine de précurseurs en Chine et aux États-Unis que de le faire en Afrique. Donc pour moi, il y a des occasions considérables de produire les coûts de production et de réduire également l'empreinte carbone de ces produits. Car le modèle actuel du commerce actuel avec des distances très longues pour amener des produits finis entraîne une empreinte carbone, mais vous ne pouvez pas aborder la réduction de la pauvreté et d'autres défis socio-économiques en créant des emplois dans lesquels les sources de matières premières se trouvent. Et si vous avancez, vous verrez également que l'Afrique ne tire pas entièrement, je ne dirais pas entièrement, mais j'insiste tout de même sur ce terme, tire pas réellement profit de l'expansion de ce marché. On a parlé d'obligations qui atteindront 2,2 trillions et cela ne représente que 0,2% pour l'Afrique. Si vous examinez tous les autres aspects, même le marché du carbone volontaire, la part de l'Afrique est très faible. Tous les aspects que vous verrez, là où l'Afrique fait mieux que les autres régions, se trouvent dans les instruments de finances mixtes. À l'avenir, quels sont les facteurs clés? Pour quelles raisons est-ce que cela ne se produit pas? En fait, la réponse est très claire. Les pays qui ont moins de financement climatique public auront moins de financement public. Car nous voyons à droite ici
qu'il y a un niveau de complémentarité très élevé entre le financement public et le financement privé pour le changement climatique et la croissance verte. La croissance du PIB par habitant dans les pays, plus cela est élevé, moins vous aurez de possibilités d'avoir le secteur privé. Plus le profil de risque est élevé, moins vous aurez d'investisseurs. Mais vous avez également des investisseurs qui commencent à venir dans ce carré et la qualité également des infrastructures. Pour quelle raison est-ce que cela est important? Le fait d'être de plus vert ne remplace pas les développements en infrastructure et les autres objectifs de développement, car ils se renforcent mutuellement. Donc, il s'agit davantage de croissance mutuelle pour trianguler toutes les sources de croissance verte. Et cette analyse appuie justement ceci. Quels sont les obstacles? Pour quelles raisons est-ce que cela ne se produit pas encore? L'absence de stratégie et d'efficacité de mise en œuvre. Parfois, nous avons des stratégies qui ne peuvent pas être mises en œuvre. Et nous avons également la question de structures faibles et d'institutions faibles. Nous avons une absence de réserve, de projets prêts à être investis. Nous avons toujours besoin de projets et un accès limité au marché international, aux marchés internationaux, comme nous l'avons discuté dans le premier chapitre. Nous avons également une expérience limitée par les investisseurs publics et privés. Et nous lisons dans les articles le risque dans un pays et nous généralisons cela dans l'ensemble des pays. Et ceci claire une absence d'incitation, d'investissement dans les pays en Afrique qui ont de bonnes performances et un faible profil de risque. Ceci doit changer. Nous avons une asymétrie en matière d'information. Cela change notre façon d'investir. Nous n'avons pas de connaissances locales sur les pays concernés. Et ceci amène à une perception du risque d'investissement élevé en Afrique. Nous parlons de primes de risque sur le continent et également les agences de notation du risque qui en font partie, car certains de ces biais alimentent la notation et ceci amène à un coût des capitaux très important et à une fuite des capitaux du continent. J'aimerais donc m'attarder un petit peu sur le défaut, sur le risque de défaut. Il s'agit d'une analyse de Moody's sur 40 ans et ils ont pu indiquer que le risque de défaut en Afrique en termes d'investissement en infrastructure tourne autour de 1,9 comparativement à 12,4 en Europe de l'Est et 6,6 en Amérique du Nord. Donc les pays qui ont le plus de défauts ne reçoivent pas de financement. C'est très difficile pour moi à comprendre, mais si vous examinez ceci, ces faibles taux de défaut ne s'appuient pas sur une expérience de ces pays. Et une étude du PNUD indique que si la notation de risque d'Afrique ne s'appuie pas sur des informations biaisées, l'Afrique pourrait économiser 79,4 milliards. C'est un montant considérable d'économie. Puis nous passons au chapitre 3, donc le capital naturel pour la croissance verte en Afrique. Je serai très rapide ici puisque nous connaissons tous ceci. À gauche, nous avons donc les dotations en ressources naturelles de l'Afrique, renouvelables et non renouvelables. Lorsque vous aurez le rapport, vous aurez tous les détails, mais nous allons examiner le côté droit avec donc un investissement de 6,2 trillions en 2018. Mais même ceci baisse de près de 4 000 dollars américains à 2877 dollars américains. Donc cette dépense continue des capitaux, du capital naturel n'est pas une bonne stratégie de développement.
Nous parlerons du développement de l'énergie et nous avons désagrégé le potentiel par région. Je vous recommande donc de lire ce rapport afin d'obtenir plus de détails concernant ces données. Sur le continent, il existe des opportunités pour exploiter ces ressources grâce à tous les accords. Mais comme le président l'a mentionné, ces conventions internationales offrent des mégawatts de propos, mais pas de mégawatts d'action. Et si nous sommes sérieux en tant que communauté et que nous faisons en sorte que cela soit transformé, comme vous le verrez dans le rapport, c'est ce que vous pourrez voir, y compris des flux financiers potentiels dans le cadre des NDC de Glasgow. Je ne vais pas entrer dans les détails en raison du temps. Et l'Afrique a donc des dotations de ressources naturelles avec de fortes opportunités d'investissement. Vous avez la muraille verte, cette initiative réalisée par la banque et un potentiel considérable également en matière d'hydrogène vert sur le continent. Chaque aspect que vous examinez présente différentes opportunités considérables pour le continent. Vous voyez que l'Afrique met l'accent sur la production de précurseurs, notamment sur les batteries lithium-ion et tout ce qui est nécessaire pour les véhicules électriques. Et sur la chaîne de valeur, plus vous avancez dans la chaîne de valeur, plus vous pourrez arriver à ce niveau avec de grands investissements pour arriver à ce niveau de développement. Quels sont les obstacles en matière de ressources naturelles et de capital naturel? La gouvernance des ressources, ceci est tiré par la capacité institutionnelle et de faibles structures réglementaires. Également, les flux de ressources illicites qui sont très importants dans le continent. Il faut plus d'études afin de mieux comprendre cela. Nous savons qu'il y a des problèmes concernant le vol de ressources naturelles dans différents secteurs du continent. La stabilité politique également, très souvent, est corrélée ou associée aux ressources, aux richesses des ressources, et nous n'avons pas de reddition de comptes en matière de capital naturel dans le continent, ce qui amène également à une fuite des capitaux et à des flux financiers illicites. Si nous arrivons à sauver ceci, nous pourrons sauver de nombreuses ressources. Pour les recommandations, nous mettons l'accent sur ce que les gouvernements nationaux peuvent faire, car souvent nous disons ce que nous pouvons faire pour nous, mais il y a plusieurs questions. C'est la diapositive la plus chargée concernant les recommandations. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout ceci en raison du temps qui m'est imparti. Et les politiques monétaires anti-inflation. Regardez ce rapport et vous verrez cet instrument spécifique et comment utiliser cela. Et également le traitement de la dette coordonnée. Le président a abordé ce point. Nous avons besoin également d'incitation et de réformes budgétaires appropriées pour encourager le respect. Il existe des critères très clairs qui tirent les capitaux des investissements. Nous devons en parler. Nous allons toujours mettre l'accent sur la base. Élaborer des stratégies à long terme qui soient claires et bien avec l'étude des coûts. Et je ne vais bien entendu pas entrer dans les détails, y compris la mobilisation des revenus nationaux et la facilité des préparations de projets. Nous avons parlé pour les institutions multilatérales, les banques multilatérales qui doivent aligner leurs opérations avec l'initiative Bridgetown. Ils doivent étendre également le financement concessionnel pour le renforcement des capacités et d'autres aspects, car cela ne sera pas, car il sera difficile d'obtenir des investissements du secteur privé dans ce domaine. Nous devons également fournir plus d'études du risque et nous pourrions utiliser cela pour que cela soit utilisé pour attirer les investissements privés sur le continent. De façon générale,
il faut revoir l'appétit du risque des banques multilatérales de développement, car actuellement, nous pouvons voir que cela semble aller à l'inverse en raison des questions que nous avons déjà évoquées. Les cibles de rentabilité constituent un problème également, qu'il s'agisse d'institutions de développement ou non. Nous devons avoir un financement innovant et le président a abordé ceci et également passer à des projets qui s'appuient sur des systèmes qui traitent de l'environnement avec le risque de projet associé qui est également très important. Également les agences de notation de risque, ma recommandation est très claire pour eux. Il faut exercer un leadership du marché, une gestion du marché. Nous ne pouvons pas parler de biens publics et de nécessité de travailler en commun et de travailler en silo. Nous devons donc revoir cette méthodologie et élargir les cadres afin que cela soit plus juste et considéré comme étant plus juste. En Afrique, il y a des discussions et des appels en Afrique pour avoir des agences de notation de crédit et cela semble aller dans la bonne direction pour permettre d'avoir des données, de s'engager avec ces agences pour permettre d'améliorer les connaissances des marchés et des potentiels africains. Pour les pays développés, juste des engagements et collectivement, il faut appuyer donc l'architecture financière que j'ai évoquée. En guise de conclusion, j'aimerais conclure par les 5 points du discours du président. Créer des plans de développement pour la transition verte, être clair, les créer en s'appuyant sur votre propre contexte et non pas en termes de discussion mondiale. Encourager les industries vertes par le biais du réalignement de subventions, apporter des garanties à l'échelle pour réduire les risques des investissements du secteur privé, élaborer des réserves de projets bancables et le recyclage des actifs comme cela a été mentionné par le président. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre écoute. Nous pouvons applaudir maintenant pour tirer profit de ces opportunités en Afrique pour sauver la planète. Merci. Thank you very much, Professor. Merci infiniment, professeur Kevin Chikaurama, économiste en chef et vice-président pour la gouvernance économique et la gestion du savoir. Félicitations. We're changing things around. Nous allons faire un changement assez rapidement car vous avez attendu longtemps et avant de poursuivre avec les débats, nous avons plusieurs personnalités qui sont arrivées. Nous commençons avec le vice-président de la Tanzanie, M. Philippe Mpango, qui va prendre la parole plus tard. Vice-président, s'il vous plaît, saluez la salle. Ensuite, l'ancien doyen du conseil d'administration de la banque, la doyenne Lekete Maroshi. Applaudissements. Thank you. Permettez-moi d'inviter au podium les conférenciers. Puis nous allons présenter le rapport. Son Excellence Andrew Mitchell du Royaume-Uni. Son Excellence Andrew Mitchell, ministre du Développement, secrétaire d'État au développement pour le Royaume-Uni. Ensuite, Christophe Boris, directeur adjoint pour les affaires des institutions multilatérales et le développement en France.
Et ensuite, Dr. Heike, directeur général de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Applaudissements alors qu'elle vient s'installer. Nous saluons également Admasouta Dessé, président émérite et directeur général de la Trade and Development Bank. Vous êtes le bienvenu. Ensuite, notre hôte, joignez-vous à moi pour saluer le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte et gouverneur pour l'Égypte à la banque, son Excellence M. Hassan Abdallah, qui est notre hôte. Thank you all for getting time to be. Merci à tous pour avoir trouvé le temps d'être ici. Nous n'avons pas assez de temps. Nous allons aller assez rapidement. Et je compte sur des observations assez brèves. Andrew Mitchell, Excellence, vous allez partir bientôt. Nous allons commencer avec vous. Après avoir écouté le rapport qui est la présentation de vice-président Rama, alors qu'en pensez-vous? Vous savez, avant tout, la question aujourd'hui est de savoir comment traverser ce système international assez complexe, comment lutter contre le changement climatique avec les ressources nécessaires et comment viser les objectifs de développement durable. Nous sommes au milieu de la période allant vers 2030 et ce à quoi je pensais lorsqu'il faisait la présentation était le fait que la Banque africaine de développement montre la voie, notamment comment répondre à la question du besoin de fonds plus importants, passer des milliards aux milliers de milliards. À partir de Bridgetown, on nous dit comment y arriver, et ce qui m'impressionne avec la Banque africaine de développement, c'est comment la Banque africaine de développement fait de l'innovation pour augmenter les ressources financières. Le Royaume-Uni apporte son soutien. Nous avons fourni des garanties. La banque peut désormais prêter beaucoup plus. Lorsque j'étais à la Banque mondiale, je pense également que dans le système multilatéral international, nous avons tellement de talents. Il est important de mobiliser tout cela pour répondre à la tâche que Mia Motley et les autres nous présentent. Pour moi, nous parlons du leadership de la Banque africaine de développement, pas seulement en termes du travail qui a été fait en Afrique avec le président Adesina et les autres qui en ont parlé. Aujourd'hui, nous parlons également d'ingénierie financière à la banque pour faire face à ces problèmes. Merci infiniment, Excellence Michel. Et plus près de moi, Christophe Boris, en regardant ce qui a été présenté. Nous parlons d'Afrique. Nous parlons de l'Afrique. Alors, que voulez-vous dire? I'll switch to French pour apporter de francophonie à ce panel. Alors, dans cette présentation qui était extrêmement riche, ce qui était intéressant était de voir le contraste entre des forces et des faiblesses. Des forces qui sont évidentes pour l'Afrique, cela a été bien expliqué dans la présentation, des ressources, une population, une volonté aussi, une banque ici, celle que nous sommes ici tous pour soutenir, qui est là pour utiliser justement toutes ces ressources, mais c'est un bon bateau, mais qui fait face à des vents contraires. C'est peut-être ça que je retiens, c'est-à-dire qu'il y a une certaine solidité, il y a un cap qui est bien compris, mais nous avons face à nous ces vents contraires qui viennent à la fois d'une situation qui est hors de l'Afrique, bien sûr, avec les événements géopolitiques qui ont apporté beaucoup de problèmes, avec cette inflation importée aussi qui fait beaucoup de dégâts, mais aussi, bien entendu, un challenge qui est lié à ce qui se passe en Afrique même, et c'est là que la banque, et on l'a beaucoup dit aujourd'hui dans les interventions, qui est un lieu de savoir, un lieu aussi d'apport de théorie sur les réformes, d'aide à ceux qui réforment et ceux qui
vont de l'avant en Afrique peut jouer un rôle, puisque une fois de plus, tout ce qui pourra solidifier l'Afrique de l'intérieur et par elle-même aidera justement à résister à ce contexte qui n'est pas facile. Thank you so much for that. Merci infiniment, Christophe, Boris. Je voudrais passer à notre hôte, gouverneur Abdallah. Ce rapport en parle du continent africain et le monde regarde pour voir comment les économies se portent, pour voir s'il y a des opportunités. Et vous avez entendu le professeur Ourama qui parlait de tellement d'opportunités. Il a fait également il a parlé de plusieurs opportunités. Je vous remercie infiniment. Je salue ce rapport. C'est un bon ouvrage. Alors, pourquoi le secteur privé? Votre micro semble être un peu éloigné de vous. Alors, on ne m'a pas entendu du tout. Oui, permettez-moi de saluer ce rapport qui est tout à fait détaillé et les conclusions sont très parlantes. Toutefois, permettez-moi de parler de l'angle pratique des choses. Nous parlons du secteur privé, pas seulement avec les financements. Nous voyons dans chaque pays que le secteur privé est plus efficace sur le long terme. Cela est bien connu. D'autre part, les opportunités, y aurait-il des opportunités? En effet, les ouvrages nous disent qu'il y a des milliers d'opportunités. Ensuite, l'Afrique est-elle bien positionnée face à ces opportunités? Et nous parlons également d'avantages compétitifs en termes de ressources, en termes de capital humain. Et le plus important, c'est l'approche descendante qui est aussi intéressante. Alors, pour le secteur privé, vous savez, nous connaissons tous la réponse, vous-même ou l'auditoire. Le secteur privé est motivé par une seule chose. Nous ne parlons pas de responsabilité sociale d'entreprise. Ici, nous devons nous assurer que le rendement sur investissement pour le secteur privé puisse mériter la prise de risque. Et notamment avec une prime pour toute innovation. Alors, comment y arriver? Les PMD jouent un rôle crucial. Les banques multilatérales ont déjà assuré beaucoup de sensibilisation. Ensuite, nous parlons des normes de financement, et cela est mentionné dans le rapport. Nous parlons de garantie, de dette junior, de dette hybride. Nous parlons de financement concessionnel également. Et tout cela sur le long terme devrait être préparé pour que le rendement sur investissement soit justifiable. Alors, pour les chaînes alimentaires, voilà ce que je voudrais dire. Il faudrait atténuer les risques. Et dans la pratique, il faudrait proposer des produits qui peuvent être mis en œuvre dans les différents pays, dans les différents continents. Et tous ces produits permettraient un bon financement et bon rendement sur investissement. Un dernier mot qui n'a pas été pris en compte dans le rapport. Je n'ai pas encore vu tout le rapport et j'aimerais que la banque, si possible, puisse faire la recherche là-dessus. En Afrique, d'habitude, lorsqu'on fait des interventions sur le long terme, on le fait en devise. Et ceci ne permet pas au secteur public et au secteur privé d'avancer. Et répondre à cette question permettrait de régler la question du financement et surmonter les obstacles pour qu'il y ait du bon financement sur le long terme. Merci. Merci infiniment. Lorsqu'on parle de financement à long terme, oui, son Excellence Andrew Mitchell en a parlé à Chatham House récemment, quant à la durée, aux échéances proposées aux Africains, souvent 5 ans, comparativement aux 30 ans pour les hypothèques dans les pays développés, n'est-ce pas, Andrew Mitchell? Oui, vous savez, ce que je voulais dire, c'est qu'il serait important
d'aller à une banque en Californie et être soutenu en 3 jours. Et ce n'est pas la situation en Afrique. Je voulais mentionner qu'en Afrique, on emprunte pour de courtes échéances et à des taux d'intérêt assez élevés. Je pensais notamment au Malawi en ce moment. Et cela est en contraste avec l'Europe, où les enfants peuvent emprunter pour une fraction de cela et pour 30 ans ou 40 ans. Voilà ce que j'aimerais dire. Je pense qu'il y a des signes qui nous montrent que nous allons dans la bonne direction. Et ce que je voulais dire dès le départ, c'est que des propositions sont faites avec la Banque africaine de développement et il faudrait faire avancer ces initiatives aussi rapidement que possible. À l'extrême, à droite, Dr. Heike, la Banque européenne de reconstruction et de développement, vient en Afrique. Vous êtes basé désormais en Égypte et je suis certain que vous regardez vers le sud. Premièrement, la Banque africaine de développement vous a accordé gratuitement un rapport. Et qu'en pensez-vous? Premièrement, je suis très heureuse de voir toutes ces analyses dans le rapport. Et ce qui m'a motivé était l'innovation, le volume et l'atténuation des risques comme banquière. Voilà ce que je recherche. Et après avoir écouté le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, pour qu'il y ait de l'innovation, du rendement par rapport au risque et le volume nécessaire pour attirer le secteur privé. Il est vrai qu'on a commencé avec l'Égypte, mais nous prenons des exemples égyptiens. Prenons Denban, qui était un grand parc solaire et qui apportait tous ces éléments ensemble, l'innovation, le bon rendement par rapport au risque et le volume. Et on peut en parler dans un instant et dans certaines diapositives que j'ai vues nous amènerait aux prochaines phases de la technologie verte. Il y a un potentiel avec l'hydrogène vert. On a vu sur certaines diapositives qu'il y a des opportunités avec plusieurs partenaires, avec le leadership de la Banque africaine de développement et voir comment tout cela peut être rassemblé pour saisir ces nouvelles opportunités d'énergie verte, mais également décarboner, pas seulement le continent, mais le monde entier. Oui, en effet, nous parlons d'opportunités en milliers de milliards de dollars. Ensuite, votre voisin, Tadesse Admansou, après avoir vu le rapport, partagez-vous la même analyse sur la performance économique du continent? En effet, ce qui est souligné, c'est la résilience, et nous en parlons souvent. Nous arrivons à de la bonne croissance par rapport au reste du monde, des filets de sûreté également. Je pense que la résilience a été rappelée correctement. Et ce qui est intéressant également, c'est la possibilité d'avoir un effet de levier par rapport au capital naturel. Le rapport en parle ici à Sharm el-Sheikh où la COP27 s'est tenue et tout à fait via un point nommé. On parle à chaque fois d'avoir un effet de levier avec le secteur privé. Et je pense qu'on n'a pas encore parlé d'avoir un effet de levier à partir du capital naturel et le rapport en parle et je félicite la banque pour cela. Oui, en effet, c'est une des recommandations du professeur Ourama. Dr Amgad, vous allez être le prochain et permettez-moi de revenir à son Excellence Andrew Mitchell en avril. Lors de votre discours à Chatham House à Londres, voilà ce que vous aviez dit. Aujourd'hui, nous nous engageons à soutenir les citoyens pour dire que le développement dans le monde est essentiel. Comment avez-vous persuadé votre auditoire? Oui, c'est assez tourné vers le Royaume-Uni et nous avons une vision à 50-50. 50% de la population pense que l'argent doit être dépensé dans leurs propres écoles, dans leurs propres hôpitaux, en premier lieu.
et ne voudrait pas que nous puissions investir dans le développement international. Et l'autre moitié de la population pense qu'on doit le faire et que c'est de bonnes dépenses, hein, et dans une moindre mesure, hein, il dirait que ce n'est pas dans notre intérêt. Ce que j'ai dit à Chatham House, c'est qu'en Grande-Bretagne, nous devons bouger les aiguilles. Nous devons gagner les arguments. Nous n'avons pas encore gagné. Et nous devrions passer au 70-30, 70% devraient soutenir le développement international. 70% des Britanniques. Mais vous savez, les choses se sont améliorées. On a perdu un peu de popularité et ma responsabilité et la responsabilité du ministère des Affaires étrangères serait d'arriver à 70% de popularité. Et par le passé, la Grande-Bretagne avait appuyé sur l'accélérateur, avait beaucoup travaillé dans le développement international, et j'aimerais retrouver cette position. Mais pour que la Grande-Bretagne puisse gagner, et bien, notre population également devrait mieux se porter. Voilà ce dont je parlais, et je pense que nous avons des plans tout à fait clairs pour avoir tout ce soutien, et avec ce soutien, on aura un meilleur financement, n'est-ce pas? Oui, je voudrais vous parler également du sommet Afrique-Royaume-Uni qui est prévu l'année prochaine. Oui, nous en avons discuté. Les autres ont parlé également du secteur privé. On avait l'ancien CDC, et qui est le BII, et nous allons investir des milliards de livres en Afrique. Il est vrai de dire qu'il y aura des investissements avec 1 million de personnes qui vont trouver du travail. Et les 5 dernières années, jusqu'à 10 milliards de dollars, 10 milliards de livres ont été payés en taxes. Et avec le sommet prévu en avril prochain, sous l'égide du Premier ministre, nous espérons créer des emplois en Afrique, renforcer le commerce avec, à partir de notre pays, avec notre pays. Et le Premier ministre a invité des dirigeants africains, hommes et femmes, à venir en Grande-Bretagne l'année prochaine au mois d'avril. Et la dernière fois que nous avons fait cela, des milliards sont arrivés en Afrique et plusieurs emplois ont été créés. Voilà l'objectif pour avril l'année prochaine, et merci de me donner cette opportunité d'en parler aujourd'hui. Oui, avril l'année prochaine, mais avant cela, il y aura quand même un sommet avant cela à Paris, un sommet pour impact mondial, n'est-ce pas? Veut dire, c'est essentiellement de changer de logique. Je crois que ce qu'a souhaité présenter le président Macron quand il a lancé l'idée de ce sommet, c'était justement de dépasser certaines oppositions qui sont stériles et qui nous font perdre à la fois du temps et des opportunités. L'opposition entre le développement et les biens publics mondiaux, par exemple. L'opposition entre les, comme vient de le dire le ministre Mitchell, entre ce qui est bon pour la population dans certains pays et ce qui est bon dans les autres. Je crois que si le Covid a démontré quelque chose, c'est qu'un problème de pandémie, par exemple, pouvait nous concerner tous. Et pour le climat, bien entendu, nous le savons aussi. Donc la logique de ce sommet, derrière cela, c'est justement de rassembler tout le monde et d'avoir à la fois le public, le privé, des gens de différentes catégories de pays ou se revendiquant comme tels, des gens qui représentent aussi des philanthropies, des académiques, mettre tout le monde autour de la table et essayer de dégager quelques principes simples et qui nous rassemblent pour développer justement le financement à la fois du développement et des biens publics mondiaux. Alors ça passe par du travail préparatoire et je remercie ici volontiers le président Adesina pour le fait que d'abord il sera bien entendu un participant important du sommet, mais aussi les équipes de la banque ont beaucoup contribué aux travaux préparatoires du sommet. Et justement, c'est l'idée d'avoir les contributions et toutes les innovations qui viennent de ces différents acteurs,
de les confronter, de regarder ce qui plaît à tous et d'avoir aussi des coalitions qui se créent. C'est un peu ce qui se fait dans le cadre de la COP, mais on l'a bien vu à la COP, malheureusement, il y a eu aussi des oppositions assez fortes entre groupes de pays. Là, l'idée, c'est d'avoir, si on peut dire, un agenda positif qui nous rassemble sur ces sujets et qui puisse faire des annonces relativement précises, par exemple sur la mobilisation du secteur privé, mais pas seulement. Thank you. Thank you so much for that. Merci infiniment, Christophe. Et comme vous l'avez indiqué, nous voulons signaler le président de la Banque africaine de développement. Nous allons l'écouter dans un instant. J'aimerais que nous puissions ajouter un autre angle au débat. Dr. Aeke, vous avez déjà un micro. Je vais vous laisser diriger pendant un instant. Oui, une explication. Nous avons eu des assemblées mondiales récemment et une décision importante a été prise. Nos actionnaires et certains se trouvent au podium et ont décidé l'expansion de la BERD vers l'Afrique subsaharienne. Eh bien, voilà mon bonheur d'être ici à Sharm el-Sheikh aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, un grand partenaire pour nous en Afrique du Nord, dans ce voyage pour partager avec vous cette grande décision de nos actionnaires. Et je suis au Caire, je regarde vers le sud et nous voulons soutenir la croissance verte avec nos partenaires. Notre banque fait 75% de soutien au secteur privé et 25% de soutien au secteur public. Et avec notre arrivée, nous avons déjà investi 20 milliards les 10 dernières années et nous voulons savoir comment travailler avec la Banque africaine de développement, comment compléter les autres qui y sont déjà pour accélérer la croissance verte en Afrique. Et voilà un bon podium. Et je pose la question à mon voisin. Quel serait votre conseil? Permettez-moi avant tout d'exprimer tout mon bonheur. Eh bien, vous commencez en Égypte, en Afrique du Nord, nous vous attendons. Moi, je suis au Kenya, nous vous attendons également en Afrique australe. En bref, j'aimerais dire que il y a beaucoup de déficits de financement de développement, que ce soit dans les infrastructures, pour la finance climatique, et on parle pour le commerce de 100 milliards de dollars qui nous manquent. Et la BERD peut le faire assez facilement, n'est-ce pas? Y compris avec de longues échéances. Et je pense que nous avons là une grande opportunité avec votre arrivée. Et assez rapidement, vous pourriez intervenir dans ce paysage de financement et fournir le soutien nécessaire aux banques et aux institutions financières qui ont besoin d'un rehaussement de crédit pour émettre des lettres de crédit. Nous le faisons déjà à TD Bank. Si vous êtes curieux, si vous voulez savoir si c'est faisable ou pas, demandez à BI, déjà mentionné par Andrew Mitchell, qui travaillait directement avec nous pour assurer une participation au risque pour garantir le commerce entre l'Afrique et le reste du monde, mais également entre pays africains, au titre de la ZLECAF. Et vous êtes le bienvenu. Les Botaniques l'ont fait et n'en ont pas souffert. Et vous êtes les bienvenus. Merci infiniment. Vous êtes en bonne compagnie. Cher auditoire, en présentant Dr. Aeke, je mentionnais qu'elle était choisie parmi les 10 femmes les plus puissantes dans les affaires dans le Moyen-Orient pour les années 2020 et 2021. Félicitations, Dr. Aeke. Nous allons conclure et nous allons passer à notre hôte, gouverneur Abdallah. Assez tôt cette année, votre gouvernement a annoncé la privatisation de 32 entreprises étatiques pour un gain de 40 milliards de dollars. Quelle est votre vision pour la croissance du secteur privé? Merci de cette question. Alors, cela ne relève pas de la Banque centrale, mais j'en parle en tant que citoyen égyptien. Il y a plusieurs questions qui devraient être précisées. L'Égypte
a toujours été pro-secteur privé. Le secteur privé a toujours été solide et ça représente parfois 70 à 80% du PIB. Nous avons eu quelques problèmes en 2011 qui ont fait que le secteur privé était un peu réticent à investir dans le pays. À ce moment-là, on en avait besoin et cela a évolué au cours des dernières années. Ce dont je suis confiant aujourd'hui, ce ne sont pas ces 32 entreprises seulement, mais il y a un programme qui est très ciblé là-dessus et je crois que le marché sera agréablement surpris par ce qui se passe et je crois que l'État travaille pour mettre en place un processus transparent et faire que le secteur privé soit encouragé dans le pays. Oui, je crois que c'est un message qui passe auprès de tous. Nous n'avons pas de temps, mesdames et messieurs. Je propose que l'on applaudisse notre panel, tous les membres, la représentante de la EPRD, notre hôte, Monsieur Andrew Mitchell du Royaume-Uni, Christopher Boris de France. Est-ce qu'on peut les applaudir tous, s'il vous plaît? Merci. Bien. Alors, je vais maintenant demander à mes invités de reprendre leur siège et nous allons accueillir ici au podium le président du groupe de la Banque africaine de développement qui va nous livrer une allocution. Merci. Yeah, they're going to take a group photo first because Photo de famille tout d'abord, avant qu'ils ne quittent le podium. all right, thank you so much. Très bien, merci beaucoup. Merci de cette photo. Okay, let me invite Dr. Deshina Kamya, Mr. President. Je vais demander au président de venir ici, prendre la parole. Merci. Well, thank you very much, Merci beaucoup, Salomon. and it's just wonderful to have come in when C'est merveilleux que d'intervenir devant ce panel. Il y a eu une présentation qui a été faite par l'économiste en chef it's great to see et je me réjouis de retrouver ici Right Honorable mes amis, M. Andrew Mitchell du Royaume-Uni, Admasu Tadesse, Admasou Tadessa, président of the TDB, de la Banque de commerce et de développement, son Excellence Hassan Abdallah, Bank Governor, and gouverneur de la Banque centrale et co-président Development Bank Board of Governors. du Conseil des gouverneurs de la Banque, Boris. Cette discussion, and thank you very much Et merci également à Dr. Ki EBRD. de l'EBRD. Nous sommes heureux de vous voir ici en Afrique et je vous souhaite la bienvenue. Your Excellencies, Excellence, I actually was supposed to have been at the front end of this j'aurais dû m'exprimer au début de cette conversation, mais j'avais toute une série de réunions qui m'ont rendu impossible d'être ici. Je vous présente mes excuses pour cela, mais je me réjouis de pouvoir faire quelques remarques concernant ce rapport. Je voudrais vous remercier tout d'abord d'avoir participé à ce lancement de ce rapport phare sur les perspectives économiques africaines pour 2023. La Banque africaine de développement accorde une priorité sur le développement des produits de connaissances pour orienter les décideurs sur la performance du continent, pour examiner les défis géopolitiques, financiers, économiques
ainsi que les risques et comment s'attaquer à des questions importantes telles que la dette, la gestion publique des finances pour le développement durable. Au moment où on se retrouve aujourd'hui, le monde connaît aujourd'hui plusieurs défis, y compris le changement climatique, l'inflation qui est alimentée par l'augmentation des prix de l'énergie, des matières premières, et aussi les perturbations des chaînes de valeur en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le resserrement des politiques monétaires aux États-Unis et en Europe a fait que les taux d'intérêt ont augmenté, ce qui est venu compliquer le remboursement de la dette pour les pays africains. Le rapport nous montre, et cela a été mentionné tout à l'heure, montre que face à ces défis, les économies africaines ont fait preuve d'une résilience remarquable. Le continent a connu un taux de croissance moyen de 3,8% en 2022, alors que la moyenne mondiale était de 4,1%. Et c'est ce qui est prévu pour 2023-2024. Et cela dépasse la moyenne mondiale de 3,4% en 2022. Alors j'aimerais dire toutefois que même si c'est bien, je crois que nous avons réussi à survivre. Nous sommes tous d'accord pour dire que la pauvreté est importante en Afrique et il faudrait passer à une croissance à 2 chiffres pour transformer le continent. Cela étant, c'est une bonne réalité de constater que nous sommes résilients et que nous pouvons avoir ce taux de croissance. Vous avez entendu le professeur Orama qui nous expliquait que la croissance dont nous parlait était hétérogène. Parce que, en effet, si vous examinez par exemple les pays touristiques, eh bien, eux ont connu un déclin. Pourquoi? Une augmentation, dit le président, à cause d'un redressement rapide dans les pays où il y a beaucoup de tourisme. Les pays exportateurs de pétrole, eux, ont connu un certain déclin à cause de la forte hausse des cours de pétrole et puis une désaccélération de la croissance certains pays à cause du manque de diversification et les cours faibles de matières premières, notamment les minéraux, à cause d'une croissance mondiale faible. Les pays où il n'y a pas de ressources et qui ont connu une forte diversification ont connu une meilleure croissance. Donc il y a une leçon à tirer de cela, à savoir diversifier les économies, se concentrer sur les échanges commerciaux avec la ZLECAf pour maîtriser ce type de risque. Autrement dit, les pays africains se sont engagés dans la bonne voie. J'ai vu dans ce rapport que 5 sur les pays qui ont connu de bons résultats économiques avant la pandémie sont en train de retrouver leur place dans les économies, les 10 économies qui connaissent une croissance la plus forte en 2023-2024. Les flux financiers externes, y compris l'investissement direct, les portefeuilles, l'aide publique au développement et les transferts ont repris de 20% en atteignant 216,5 millions de dollars, 7,5% du PIB en 2021. On est passé de 179,9 milliards, 7,4% du PIB lors de la pandémie de la Covid. Cela étant, tous les pays en croissance ou en déclin, pour ce qui est de leur taux de croissance, ils connaissent tous les mêmes défis. Et cela s'explique à cause de l'inflation à l'échelle mondiale, les resserrements des politiques monétaires dans les pays développés, notamment aux États-Unis et en Union européenne, avec une augmentation des taux d'intérêt, ce qui fait augmenter le coût du service de la dette, avec un dollar plus fort qui a conduit à une dévaluation des monnaies, avec une inflation importée et une fuite des capitaux. Le rapport montre que 25 pays africains se trouvent dans une situation de risque élevé ou de surendettement avec une augmentation des paiements en matière de services de dette. Avec le resserrement de la politique monétaire, on a vu que ces pays sont de plus en plus vulnérables. Et cela est absolument essentiel puisque les paiements de services de la dette que doit l'Afrique en 2023 à 2025 passera de 22,2 milliards à 26,7
ce qui conduira à encore plus de surendettement. Ce qui est aussi grave, c'est le niveau de la dette interne qui doit être restructuré. La courte durée de ces dettes ainsi que les taux élevés des coupons viennent compliquer la situation de vulnérabilité de beaucoup de pays. Je crois qu'il ressort clairement de ce rapport que même si l'on envisage une restructuration de la dette externe de l'Afrique, il faut nous attaquer aussi à la restructuration de la dette interne qui est aussi importante. Les banques centrales africaines ont augmenté leur taux d'intérêt et donc il y a une demande plus faible des services financiers, ce qui viendra accroître le risque en matière de stabilité financière, à moins que les banques soient appuyées par un apport de capital et une meilleure liquidité. Les taux d'intérêt à l'échelle mondiale ont eu un effet négatif sur le portefeuille, sur les investissements de portefeuille en Afrique, qui ont augmenté de 8,1 milliards de dollars à 27,5 milliards de dollars en 2021. Cela étant, le transfert des fonds, on l'a vu dans les années, continue à aider au redressement, puisque cela a augmenté dans beaucoup de pays à cause d'un redressement économique dans le pays à beaucoup de migrants. Ces transferts de fonds sont passés de 84 milliards de dollars en 2020 à 95,6 milliards en 2021. Je crois que cela est intéressant, il faut y prêter attention alors que la guerre en Ukraine a fait que l'aide publique au développement en Afrique a baissé. L'aide publique au développement en Afrique a baissé de 7,4% en termes réels, de 36,6 milliards de dollars en 2021 à 34 milliards de dollars. Et ça, c'est le niveau le plus faible au cours des 12 dernières années. Cela signifie que l'Afrique doit déployer encore plus d'efforts pour mobiliser encore plus ses ressources internes. Aussi, il est important de faire en sorte que nous ayons un traitement de la dette coordonné entre le secteur privé et public et faire en sorte que le cadre commun du G20 se mette au service des pays africains. D'autres recommandations de politique comprennent les politiques industrielles qui viendraient accélérer la diversification de nos économies et l'expansion de commerce régional pour réduire le défi de la volatilité. On parle beaucoup du changement climatique dans ce rapport et on notera aussi que l'Afrique ne reçoit pas beaucoup de fonds d'action climatique. On aura besoin de 235 à 250 milliards de dollars chaque année jusqu'en 2030 pour pouvoir investir selon les contributions déterminées au plan national. Et pourtant, l'Afrique n'a reçu que 30 milliards de dollars pour le financement du climat. Ce qui est particulièrement préoccupant, et cela est lié au thème de ces réunions annuelles, le financement du climat, et cela représente 6 fois la valeur du financement privé. En fait, ce financement du secteur privé du climat en Afrique est parmi les plus faibles du monde. On estime que l'écart atteindra 213 milliards de dollars d'ici 2030. Donc il reste encore beaucoup de travail à faire et le secteur privé devra augmenter ses investissements de 36% pendant cette période. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème pour en parler au cours de ces réunions annuelles. Le rapport recommande plusieurs façons pour attirer le financement climat du secteur privé, obligations vertes, swap, dette nature, banque verte, finances mixtes et marché du carbone. L'Afrique doit faire plus pour obtenir une plus grande part des obligations vertes. Ça représente aujourd'hui que 0,2% des 2000 milliards d'obligations vertes émises en 2022. Le rapport montre que l'Afrique peut accélérer son développement en utilisant son capital naturel. Tadasson en parlait tout à l'heure. Et ce capital naturel est estimé à 6 200
C'est 6 200 milliards de dollars en 2018. Cela étant, le continent ne profite pas au maximum de ses ressources naturelles à cause d'une mauvaise évaluation, la dégradation des flux de capitaux illicites et des pertes de taxes et de redevances. Donc, accroître la participation du secteur privé dans la croissance verte nécessitera plusieurs interventions de politique, y compris le renforcement des capacités pour avoir des stratégies de long terme sur la croissance verte avec un renforcement de la réglementation et des incitations, préparer des projets et aussi mettre en place des marchés des capitaux plus solides pour pallier à la sortie du secteur privé. Cela nécessitera aussi la suppression des subventions des combustibles fossiles, plus de finances mixtes et aussi toucher plus les pauvres et les vulnérables parce qu'on utilise ces subventions pour emprunter encore sur le marché. Donc il faut que cette question soit abordée de manière critique. Cela permettrait de déployer certaines facilités, cela doit être mis à l'échelle et nous devons développer des plateformes qui permettraient au secteur privé d'investir dans un portefeuille de projets verts et non des projets individuels pour pouvoir mieux gérer ces risques. Il y a plusieurs recommandations de politique, une analyse approfondie que vous trouverez dans ce rapport. Je vous invite à vous munir d'un exemplaire de ce texte et vous verrez que ce rapport est orienté sur l'action significative, utile, puisqu'il s'agit de voir comment on peut augmenter le financement du secteur privé pour la croissance verte en Afrique. Je voudrais remercier le vice-président et l'économiste en chef, le professeur Akiyo Norama, son équipe, ainsi que tous les membres de l'équipe qui existent à la banque et à l'extérieur pour la préparation de ce rapport que je considère comme étant un excellent document. Monsieur le vice-président, excellent travail, félicitations à vous-même et à votre équipe. Alors maintenant, j'ai le plaisir, au lieu de vous demander de faire un rapport, de venir ici au podium pour que nous puissions lancer officiellement ce rapport. Merci beaucoup et je vous souhaite la bienvenue à cette manifestation. Thank you very much. Merci beaucoup. President of the African Je remercie le président de la Banque africaine de développement, Monsieur Adesina. On l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. He's now being joined by Il est rejoint maintenant par le professeur Orama. the governor of the bank. Et j'inviterai aussi le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Monsieur Abdallah. Venez au podium, s'il vous plaît. Je voudrais aussi inviter Vice President le vice-président de la Banque chargée des finances, Hazatoun Sedlé, si vous voulez bien venir vous aussi au podium avec le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte et le président Adesina. and our special guest is still around. Yes, thank you so much. Right. Notre invité spécial est là, You can come on stage. Monsieur Andrew Mitchell. Venez ici, s'il vous plaît. Thank you. So they are going to be handed the report. On va leur remettre officiellement le rapport. Nous avons reçu quelques exemplaires de ce rapport déjà. Photographers, if you can take that one first, and then we'll bring in the report. On va prendre une première photo et ensuite une autre avec le rapport. Let's now hand over. It's now time, ladies and gentlemen. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois que le moment est venu de présenter officiellement Economic Outlook Report. le rapport 2023, perspectives économiques en Afrique, de la part du groupe de la Banque africaine de développement. Yes, we've got one more copy being brought. There's one copy. Encore un exemplaire, voilà. And now our guests are going to show it to Maintenant, you. nos invités vont Photographers, if you get a moment for a few minutes. vous montrer ce rapport. On va prendre quelques photos. Thank you. Merci.
Maintenant, ce rapport est officiellement lancé. On va vous remettre un exemplaire de ce rapport dès que vous quittez la salle. Je remercie nos invités, le président de la Banque africaine de développement, M. Adesina, M. Andrew Mitchell, M. le gouverneur Abdallah, le professeur Orama, vice-président. Reprenez vos sièges si vous voulez bien. Vous avez un exemple ici d'un partenariat. Lorsque vous avez des personnes qui se retrouvent en face à face. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de partenariat et d'amitié. On les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. So, as they take their seats, I would like to Bien, thank you all for your time. je vous remercie tous d'avoir pris le temps d'être ici. Il y a une autre manifestation qui se déroulera dans cette salle. Financing instruments. Les instruments Private climate innovateurs de financement pour le financement du climat en Afrique. Je vais inviter au podium le vice-président Solomon Ngueno. S'il vous plaît, venez ici au podium, comme ça je peux vous remettre le microphone pour la prochaine séance. that's not going to happen now. In the meantime, if you've lost, if anybody has Alors, lost si their phone, we've got quelqu'un silver. d'entre vous a perdu son portable, nous avons un portable en noir et argent. Si vous l'avez perdu, venez me voir rapidement. Sinon, je vais remettre l'appareil à la sécurité. Merci, mesdames et messieurs, d'être venus.